Bonjour à tous. Des voix s'élèvent dans le rang des populations pour plaindre la cherté de la vie qui reprend du poids de la bête. Les produits de grande consommation ont pratiquement doublé de prix. Il ne faut surtout pas demander combien coûte aujourd'hui le litre d'huile végétale, appelée huile d'arachide communément par les populations. Le prix vous sortira les yeux de leurs orbites. Question alors, que se passe-t-il et comment expliquer ce phénomène? Faut-il le lier à l'approche de la fin de l'année? Nous ferons le débat et ce sera dans une heure de temps environ. Mais juste avant, nous allons parler économie sans nous éloigner du sujet, du débat tel qu'annoncé il y a quelques jours. Le porte-parole du gouvernement jurait sur un recul de la pauvreté au Bénin dernièrement et sous les actions de son patron Baptiste Talon. Jacques Débé va nous aider à voir de très près, à travers des analyses et des chiffres, si la position de Wilfried Léon Mbedji est bien fondée ou pas. Il y aura une note de religion dans votre matinale tout à l'heure. Deux invités sur ce plateau pour annoncer un événement en juillet 2025. Un invité de marque chez les chrétiens évangéliques. Le prophète Philippe Kakou sera donc au Bénin. C'est qui celui-là et qu'apportera-t-il au fond à Cotonou quand il va venir? Nous ferons donc les questions à nos invités tout à l'heure, à peu près dans une demi-heure. Bienvenue à tous. Et voici Fraternité pour commencer la une des journaux. Objectif du Forum national sur la nutrition, pallier le retard de croissance des enfants. Environ 360 000 enfants bientôt impactés. Une étape cruciale du développement du Bénin. Vitali Boton à propos du rapport d'activité du président Vlavonou. Il est essentiel que les critiques contribuent réellement à l'amélioration du document. Marie-Cécile Zinsou, l'Afrique a tout à fait les moyens de gérer son propre patrimoine. Et puis, cinquième et sixième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le programme complet des matchs à découvrir dans les colonnes de Fraternité. Justement, parlant de sport, le Télégramme nous parle des guépards du Bénin. J'ai notre rôle, le sélectionneur se confie. On fera tout pour être au Maroc pour la CAN 2025, a-t-il confié. Voici le potentiel. Gouvernance locale à Djoum, la SE, Jérôme Bokovou, gardé à vue à la BEF, la Brigade économique et financière. Vous avez aussi un deuxième titre, rencontre des élus communaux en soutien à la politique de nutrition hier. À Trocpo réaffirme l'attachement des maires à la paix et à la démocratie. Matin libre, rapprochement des forces de l'opposition, FCBE, LD, il y avait pourtant des avancées. Se plaint matin libre ce matin. Et puis 14 ans de détention sans jugement, le cri de cœur de Alofa à Patrice Talon. Nous passons maintenant à Décryptage Info, institution de microfinance au Bénin, hausse de 2,2% des dépôts collectés au deuxième trimestre de 2024. Voici l'événement du jour, combat politique, la désunion détruit l'opposition béninoise. Une analyse donc du quotidien Bénin Intelligent, établissement privé d'enseignement. Il y a une concurrence déloyale. C'est l'avis d'un acteur majeur donc du système éducatif béninois. Qui c'est celui-là? Achetez le journal Bénin Intelligent et découvrez. Voici la nouvelle tribune, animation de la vie politique au Bénin, les débats superficiels au lieu de vrais enjeux de développement. Le journal Les 4 vérités Afrique, le gouvernement du Sénégal et des élites africaines rouvrent les événements de Tiaroy 80 ans après. Le matinal, marché béninois, les raisons de la cherté de l'huile d'arachide. Le journal est allé enquêter et nous propose donc les résultats de son enquête. Examen national de licence professionnelle. Là, nous sommes avec Tabarou. 5936 admis sur 7542 candidats inscrits. Nous sommes avec le matin, visite d'une délégation de haut niveau au Parlement béninois. Le Bénin réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Un titre qui pourrait vous intéresser aussi. Enseignement supérieur, 150 bourses russes offertes
aux étudiants béninois au titre de l'année académique 2025 à 2026. Voici Nord-Sud quotidien, microfinance au Bénin, hausse des dépôts au deuxième trimestre. Nous apprend donc le journal Info Matin, Romuald de Wataïm, probablement à la BAD, un out au Dauphinat ou une stratégie politique. En tout cas, le journal s'interroge. Éliminatoire Cannes Maroc 2025. Le Bénin joue sa qualification demain face au Nigeria, nous rappelle le quotidien. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. Objectif du Forum national sur la nutrition, pallier le retard de croissance des enfants. Environ 360 000 enfants bientôt impactés. Une étape cruciale du développement du Bénin. Et puis Vitali Bouton à propos du rapport d'activité du président Vlavonou. Il est essentiel que les critiques contribuent réellement à l'amélioration du document. Marie-Cécile Zinsou. L'Afrique a tout à fait les moyens de gérer son propre patrimoine, nous apprend donc la spécialiste des questions de culture. Et puis, 5e et 6e journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025, le programme complet des matchs à découvrir dans les colonnes de Fraternité ce mercredi matin. Voilà donc ce qu'on peut retenir des quotidiens parvenus à Canal 3 Bénin très tôt ce matin, des titres assez variés. On va déjà voir à l'intérieur du quotidien de Ménotin quelques éléments qui pourraient nous intéresser. Et justement, on tombe sur l'actualité sportive dans les colonnes du journal. 5e et 6e journée donc des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Vous avez notamment à la page 7 du journal l'intégralité du programme des matchs annoncés pour ces deux journées-là. Et puis aussi, vous avez une analyse, en tout cas, de la rencontre de demain entre la Guépard du Bénin et les Super Eagles du Nigeria, faut-il dire. Le Bénin joue à domicile, mais en match déplacé, notamment à Abidjan, puisque le stade de l'Amitié à Cotonou ne présente pas encore les critères et caractéristiques essentielles, incontournables et exigibles par la CAF pour le hisser au rang donc d'infrastructure pouvant accueillir une compétition de cette hauteur-là. Alors, quelle analyse faire de la rencontre de demain? Déjà, achetez Fraternité, lisez. Mais en attendant, vous pouvez déjà continuer à suivre Canal 3 Bénin, notamment Actu Matin. Candide Rougeton va passer par ici tout à l'heure pour nous dire deux mots là-dessus. Nous avons aussi l'actualité internationale, notamment à la page 9, avec les échos des législatives au niveau du Sénégal. L'appel du Premier ministre Ousmane Sonko à venger ses militants agressés. Ça fait polémique, ça fait beaucoup de bruit là-bas. Achetez le journal, lisez pour comprendre justement ce qui a été dit, dans quel contexte et pourquoi. Ça fait beaucoup de bruit. Trump à la Maison-Blanche, quelles sont les conséquences économiques pour l'Afrique? Fraternité s'est intéressée à ce volet-là. Achetez le quotidien. C'est le meilleur à Cotonou. La bonne source de l'information, justement. On va passer au bulletin de l'information avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Encore un pas de plus dans la lutte contre la nutrition au Bénin à travers le lancement du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Le gouvernement béninois réaffirme son engagement à renforcer les bases d'une alimentation saine et accessible à tous. Les réflexions se mènent depuis hier au Palais des Congrès à Cotonou à l'occasion du Forum national sur la nutrition. Du beau monde regroupé à la salle bleue de cet espace de rencontre nationale et internationale. Si vous êtes atteint de l'insuffisance rénale, rendez-vous au Centre national hospitalier universitaire Koutoukou-Maga de Cotonou pour recevoir gratuitement des soins de qualité. C'est une opportunité offerte par l'ONG Oredola en mission au Bénin pour sauver des vies. L'opération a démarré depuis lundi et s'étend sur toute la semaine. Voici le bulletin. Le gouvernement du Bénin en guerre contre la malnutrition, notamment chez les enfants de 0 à 23 ans et aussi chez les femmes enceintes et allaitantes. En effet, Tanguy, c'est à travers le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours,
Un projet expérimenté dans la zone sanitaire d'Akpro, Miserete, Avranco Adjara et dont la phase d'extension nationale fait objet du Forum national au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif de ce projet est de prévenir les carences nutritionnelles chez les enfants afin de leur garantir une saine croissance. C'est un reportage de Louch Kaba présenté ici par Teddy Goudalo. Le ventre ballonné, corps rachitique, la peau desquamée, impossible de rayonner. La question de l'alimentation et de la nutrition est au cœur de ces assises nationales. Une préoccupation mondiale qui oblige le Bénin à réfléchir sur une approche intégrée assez sur des orientations stratégiques en nutrition pour le développement durable. Au regard des analyses, les impacts négatifs des carences nutritionnelles chez les enfants au cours des 1000 premiers jours vont du retard de croissance à la limitation cognitive à vie, en passant par des risques de maladies accrues. Cela signifie qu'un enfant sur 3 au Bénin est à risque d'avoir un développement physique et cérébral non optimal, ce qui affecte leur capacité intellectuelle, scolaire et plus tard leur contribution à la société. Ces enfants peuvent souffrir de difficultés de mémoire, d'apprentissage et plus tard d'une faible productivité. Selon les autorités, le dispositif de prévention et de prise en charge de la nutrition révèle des défis liés à l'insécurité alimentaire, la qualité des aliments et les insuffisances dans les services de santé et interventions de nutrition. Ainsi, pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, bonne santé et bien-être, le gouvernement du président Patrice Talon insiste sur l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 23 mois sans perdre de vue l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes. Ce projet, que l'on peut appeler notre pari nutritionnel, est ambitieux avec un coût global de 155 milliards, soit environ 250 millions de dollars. Il sera financé par nos ressources propres et les contributions de nos partenaires techniques et financiers. Le gouvernement prévoit la fourniture gratuite de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux enfants de 6 mois à 2 ans, ainsi que la gratuité des consultations prénatales dans les centres de santé publics. Les démarches sont également en cours pour assurer un approvisionnement régulier, avec à terme l'implantation d'une usine de production locale, exploitant notre production agricole. Le processus de préparation du projet a été inclusif, associant l'ensemble des partenaires techniques et financiers que nous remercions pour leur contribution de qualité. Il est crucial d'investir dans la petite enfance car les gains de productivité à l'âge adulte sont immenses. Ce projet qui sera lancé au cours de ce forum a d'abord été testé dans la zone sanitaire des 3A au Bénin. L'objectif du forum est de susciter un débat sur les avantages de cette initiative et d'éveiller les consciences quant aux défis que nos régions devront affronter lors de la généralisation du projet. Il est attendu de ce projet la fourniture de suppléments nutritionnels à au moins 75% de femmes enceintes et allaitantes, 75% des enfants de 0 à 23 mois et la prise en charge de 360 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée. Éducation maintenant, je vous emmène à présent au lycée des jeunes filles de Nati Tengu qui a accueilli le lancement officiel au plan national de la phase écrite de l'évaluation des acquis des apprenants du niveau 1 et 2 du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. C'est le ministre en charge des enseignements secondaires qui a donné le top des épreuves. L'autorité ministérielle était accompagnée de la chef de la coopération suisse au Bénin, Alassane Aruna, pour les précisions. Nous sommes ici devant vous ce matin pour procéder, mettons, au lancement de votre évaluation. Ce n'est pas le moment des discours, c'est le moment de produire ce qu'on vous a appris. Des conseils pratiques du ministre Yves Kouaro Chabi pour doper le moral de ces candidats du centre de composition du lycée de jeunes filles de Nati Tengu, l'un des centres retenus au plan national pour le lancement officiel de la phase écrite de l'évaluation du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, PAGEDA 2.
Un programme de la coopération suisse pour appuyer l'État central dans sa ferme volonté de promouvoir l'alphabétisation au Bénin. Juste après ce mot d'encouragement, l'autorité ministérielle va donner le top de la toute première épreuve. Vous avez compris déjà que depuis quelques années, nous ne faisons pas forcément de l'alphabétisation de masse. Non, c'est vraiment orienté vers l'artisanat. Et l'alphabétisation, pour nous, c'est un outil pour soutenir nos artisans. Voilà pourquoi nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle. Et à ce niveau, je voudrais dire merci au nom du gouvernement à nos partenaires, notamment la coopération suisse. La sérénité affichée par la plupart des candidats déjà au lancement des épreuves témoigne de leur adhésion au PAGEDA 2, toute chose qui réjouit les partenaires à divers niveaux. Je suis impressionnée par le nombre de candidates qui sont très majoritaires et quelques candidats. Donc c'est vraiment très encourageant. On voit qu'il y a un engouement et un besoin. La Suisse, à travers son programme d'appui à l'alphabétisation, est heureuse de concourir aux efforts du gouvernement béninois. Nous sommes contents de constater que déjà tout le monde est là. Ils ont suivi les cours du début jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, ils ont été présents. Donc nous espérons qu'ils vont tous réussir. Pour cette évaluation, les candidats aussi bien du niveau 1 que du niveau 2 vont plancher dans 4 différentes épreuves formulées dans 13 langues locales de la région Nord, zone d'intervention du PAGEDA 2. Vous avez pour l'essentiel les sciences sociales, vous avez les sciences de la vie et de la terre, les langues et les mathématiques et gestion. Pourquoi? Parce que nous avons l'ambition de leur donner l'essentiel comme s'ils avaient fait l'école primaire. C'est pour cette raison que vous avez ça. Maintenant, il y a 2 formes d'enseignement. Il y a la pédagogie du texte, il y a la nouvelle méthode. La nouvelle méthode s'inspire essentiellement de l'approche par compétences, mais en langue nationale. 17 277 apprenants, en majorité artisans, dont 10 207 femmes de 15 à 30 ans, tous exclus du système éducatif formel, prennent part à cette évaluation du PAGEDA 2. Un programme qui, à terme, permettra aux apprenants d'acquérir des compétences de vie courante, exercer leurs droits de citoyenneté et promouvoir leur insertion professionnelle. L'organisation non gouvernementale allemande Oredoula est en mission au Bénin. Pendant une semaine, elle va soigner des personnes atteintes de l'insuffisance rénale, une opération qui se déroule au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokumaga de Cotonou. Florence Bossay-Henri Ganti pour les précisions. C'est une bouffée d'oxygène pour les malades atteints de l'insuffisance rénale au Bénin. L'organisation non gouvernementale Oredoula, basée en Allemagne, débarque une énième fois au Bénin en vue de sauver des vies humaines. Elle procède à une opération des fistules artérielles des personnes atteintes non seulement de cette maladie, mais surtout en phase terminale. Nous sommes aujourd'hui ici avec les chirurgiens vasculaires qui sont venus avec nous de l'Allemagne. On est venu depuis le vendredi. Ça se passe bien au niveau du CNHU. Et notre objectif, ce n'est pas seulement d'opérer les fistules et de partir. Notre objectif, c'est aussi de laisser la compétence sur le terrain pour que les chirurgiens vasculaires sur le terrain puissent faire de ces opérations et les accompagner aussi du matériel adéquat pour pouvoir faire cette opération. Cette année, ce qui est important, c'est-à-dire que nous voulons créer une base de données pour pouvoir quand même voir comment on pourra faire de la sensibilisation parce que nous constatons que plus de jeunes personnes sont atteintes aujourd'hui de la dialyse, des maladies rénales. Nous attendons que le gouvernement appuie l'équipe qui opère sur le terrain parce que c'est une réalité, c'est une fatalité qui peut arriver à tout le monde. La dialyse n'est pas une affaire seulement des pauvres, ce n'est pas une affaire des riches, c'est une réalité et ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi nous remercions déjà le gouvernement du président Talon pour l'effort qu'il fait, mais nous plaidons pour qu'il accompagne ceux qui opèrent dans ce domaine. Depuis des années, cette organisation s'investit à accompagner les personnes souffrantes d'insuffisance rénale. Cette mission est également une occasion d'échange entre ces médecins allemands et ceux béninois par l'entremise des formations. Les partenaires allemands ne cessent de nous appuyer. C'est un volontariat, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Ils viennent nous appuyer, ils viennent avec du matériel. Ce n'est pas nous qui les faisons voyager, et ils voyagent à leurs frais.
et par l'intermédiaire de l'ONG Medica et l'ONG Oridola, eh bien, c'est un couple indissociable qui essaye d'appuyer le CNHU depuis des années pour cette prise en charge des patients. Puis cette année, on se propose également d'avoir 50 patients à prendre. Et actuellement, on est en train de faire la sélection des patients qui vont être opérés au cours de la semaine. Les actions humanitaires de ces hommes et femmes dévoués à la cause sociale sont multiples depuis sa création en 2005. La vision de Koussé Mon Ignacio, chargé de coopération de l'ONG au Bénin, est de participer au renforcement de coopération entre l'Allemagne et le Bénin. On en vient maintenant à cet atelier national de finalisation du cadre d'orientation et d'encadrement des écoles coraniques en République du Bénin. Les différents acteurs réfléchissent depuis lundi pour peaufiner ce document qui leur servira de boussole. C'est grâce au projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au Nord Bénin financé par l'Union européenne et l'UNICEF. Teddy Goudalo. Ils sont pour la plupart des promoteurs d'écoles coraniques venus de toutes les contrées du Bénin. Ils sont appelés à échanger sur le cadre d'orientation et d'encadrement des écoles coraniques au Bénin en vue de sa validation. L'Union européenne et l'UNICEF sont salués pour leur soutien financier et technique dans le processus de mise en œuvre du projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au Nord Bénin. Le rapport d'état des lieux finalisé en juillet dernier a permis d'identifier 647 écoles réparties dans les 12 départements du Bénin. Parmi elles, la très grande majorité relève de la catégorie des établissements non formels, offrant un enseignement de durée variable et généralement courte. Ces écoles ne sont sous la tutelle ni du ministère des enseignements maternels et primaires, ni du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'enjeu consiste désormais à accompagner ces écoles non formelles vers l'intégration du programme officiel d'enseignement et leur transition progressive vers un statut formel. L'atelier de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du deuxième axe du projet. Cet axe concerne les écoles coraniques et l'élaboration d'un cadre d'orientation et d'encadrement de ces écoles pour l'intégration des compétences d'éducation de base qui est sous-tendue par la ferme volonté du gouvernement béninois d'offrir une éducation de base de qualité à tous les enfants. Cette séance de travail fait suite à la rencontre de rélecture des propositions issues des ateliers départementaux de sensibilisation. 3 activités majeures mobilisent donc ces participants. Il s'agit pour eux d'affiner, valider les options techniques contenues dans le document et surtout s'engager sur les actions futures à mener. Ces ateliers départementaux et les visites terrain qui les ont accompagnés ont permis de recueillir diverses voix et de produire un cadre provisoire qui contient plusieurs options visant l'atteinte des enjeux spécifiques identifiés. Et l'objectif principal de l'atelier national est donc de valider les options techniques du cadre provisoire pour ainsi permettre la production de cadres finalisés. Le projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au Nord Bénin est mis en œuvre sous le leadership du gouvernement béninois. Lancé en avril 2023, il a pour objectif de promouvoir une culture de paix et le renforcement de la résilience des adolescents pour l'éducation et la formation professionnelle. Ce sera tout pour cette session d'information, Tanguy. Merci beaucoup pour le service. Bonne journée. Merci, Tanguy, pareil. Mesdames et messieurs, on va poursuivre Actu Matin. Mais en attendant, je vous rappelle ce rendez-vous de la journée à 13h, 19h30, 22h30. Vous avez rendez-vous donc avec les grandes éditions du journal télévisé sur Canal 3 Bénin. Il y a des éditions intermédiaires si vous n'avez pas le temps de prendre le rendez-vous avec les grandes éditions à 11h et à 16h par exemple, vous avez droit au bulletin d'information. Et l'un d'entre eux qui présente justement ces bulletins d'information, Candide Ronreto, est sur ce plateau ce matin. Vous connaissez son job. Tous les matins sur Actu Matin, c'est la présentation des sports. Voici Sport Matin.
Tanguy, bonjour. On va commencer ce matin par la phase finale de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Les demi-finales ouvertes depuis hier se poursuivent ce mercredi. Oui, on a eu droit aux différentes rencontres des demi-finales au basketball et au handball hier. Pour ce qui est de la discipline de la balle orange en demi-finale, chez les hommes, l'équipe de la FACH UAC, bien entendu, se hisse en finale après sa victoire devant l'équipe du CU Adiara 58-33. Elle sera rejointe en finale par l'équipe de l'USST Lokossa qui s'est défait de son homologue de la Flash de l'Université de Parakou. En demi-finale, chez les dames, l'équipe de la FACH de l'Université d'Abomey-Calavi s'est imposée par un score de 44-23 à l'équipe de la Flash de l'Université de Parakou. Puis l'USST de Lokossa a battu par un score de 36-20 l'équipe de l'INGEPS de Porto Novo. Et donc, au basketball, l'affiche finale chez les hommes, on va opposer ce mercredi à partir de 15h30 l'équipe de la FACH de l'Université d'Abomey-Calavi tombe du centre universitaire d'Adiara en demi-finale et à celle de l'USST de Lokossa qui a battu en demi-finale l'équipe de la Flash de l'Université de Parakou chez les hommes. Il faut dire qu'on aura droit à la même affiche un peu plus tôt à 14h chez les dames. Bien avant les rencontres des finales, on aura droit au match de classement des 3e et 4e places au basketball. Tout à l'heure à 8h au niveau des dames, le centre universitaire d'Adiara affronte l'INGEPS de Porto Novo et 1h30 plus tard, on aura droit à une rencontre de la 3e place chez les hommes. Elle va opposer, sinon elle va mettre aux prises l'équipe de la Flash de l'Université de Parakou à celle de l'INGEPS de Porto Novo. Voilà donc pour ce qui est du basketball. On a également eu droit aux rencontres des demi-finales au niveau de la discipline du handball ce mardi. Chez les hommes, la première demi-finale a tenu toutes ses promesses et a été une rencontre à suspense jusqu'au coup de sifflet final. Elle a opposé l'équipe de la FACH de l'Université d'Abomey-Calavi à celle de la Flash de l'Université de Parakou. Et à l'arrivée, ce sont les basketteurs de Parakou qui s'imposent avec seulement un point d'écart à leurs homologues venus de l'Université d'Abomey-Calavi. Score à l'arrivée 23-22. Dans la seconde demi-finale chez les hommes, l'équipe de Zaï de Cotonou a disposé de celle de l'USST Lokossa par un score de 25-19 pour se hisser en finale. Du côté des dames, la Flash de l'Université de Parakou s'est offert le premier billet de la finale avec sa victoire 25-13 sur la FACH de l'Université d'Abomey-Calavi. Et Zaï de Cotonou va aussi se qualifier pour la finale avec sa victoire 33-12 devant la FLAC de l'Université d'Abomey-Calavi. Les différentes rencontres, sinon des classements et des finales, vont se jouer cet après-midi dans cette discipline du handball. À 14h, Esaïe de Cotonou sera opposé à la Flash de l'Université de Parakou. Chez les dames et chez les hommes, la Flash de l'Université de Parakou défie Esaïe de Cotonou à partir de 15h. 30 minutes. On va également assister ce mercredi aux demi-finales dans les disciplines telles que le volleyball et le football, toujours à cette 11e édition des Jeux universitaires du Bénin qui se déroule au stade Omnisport de Djougou. Au volleyball, dès qu'il sonnera 10h00, la FDSP de l'Université de Parakou va affronter la FAST de l'Université d'Abomey-Calavi et à 11h30, l'INGEPS de Porto Novo va en découdre avec la Flash de l'Université de Parakou. Chez les hommes, puis chez les dames, il se joue en ce moment même la première demi-finale qui oppose la FASEG à la FLAC avant la seconde demi-finale qui va opposer l'INGEPS de Porto Novo à la Flash de l'Université de Parakou à partir de 9h00. Au niveau du football, on va assister dans l'après-midi de ce mercredi aux deux demi-finales chez les hommes à partir de 14h. La FLAC de l'Université d'Abomey-Calavi affronte le centre universitaire d'Adiara et à 16h, Esaïe de Cotonou va se mesurer à FS Sapientia de Parakou pour une place bien entendu en finale de cette phase finale de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. On passe maintenant à une autre actualité sur Sport Matin. En Afrique, la famille du bodybuilding et fitness se donne rendez-vous au Bénin dans les tout prochains jours pour bien entendu la première édition du championnat d'Afrique des Nations, une compétition dénommée Asuka Body Bénin 2024. Les épreuves ont lieu le week-end prochain au Palais des Congrès de Cotonou et en prélude à l'événement, les responsables de la Fédération béninoise de la discipline ont animé une conférence de presse le week-end écoulé. Nassis Alossé nous fait ici le résumé de cette sortie médiatique avec la voix d'Esther Tofa.
Organiser un événement. À une semaine de la tenue au Bénin du championnat d'Afrique des Nations à Souka Body Bénin 2024, les responsables de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness font ici le point des préparatifs devant hommes et femmes des médias. Nous avons commencé cette démarche depuis l'année passée. Nous avons commencé la démarche de l'organisation. Et ça aboutit cette année parce que l'année passée, on a eu l'agrément qui concerne l'organisation qui vient de l'Allemagne de haut niveau. Et l'agrément a été présenté au ministère des Sports. Et nous avons tous informé le ministère des Sports pour cette organisation. Avec l'onction du ministère des Sports, les organisateurs ont très tôt mis la main à la pâte pour la réussite d'un événement pour lequel une quinzaine de pays sont annoncés. Comme pays attendu, nous aurons le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo et bien d'autres pays. Techniquement, le Bénin est en chantier depuis des semaines. Au total, 19 athlètes porteront l'étendard du pays dans les deux tableaux masculins et féminins. Après le championnat national, nous avons décidé d'envoyer le champion béninois au Ghana pour performer sa performance au cours du championnat international. En dehors de lui, parce que ça nécessite assez de moyens financiers, nous n'avons pas eu assez de moyens pour pouvoir envoyer tout le monde. Il y a un autre athlète qui est parti récemment, Marius Abadakwe, voilà son nom, dit Patati, et qui est aussi au Ghana actuellement et qui se prépare pour ce championnat international. En dehors de ces deux, nous avons les autres qui sont actuellement à Cotonou et qui travaillent sous la houlette du sélectionneur national, M. Evra Bozigba. Le volet féminin sera l'une des attractions de cette fête des muscles et les organisateurs ne cachent pas leur motivation. C'est de pouvoir présenter au public béninois, particulièrement la junte féminine béninoise, de pouvoir adoucir leurs préjugés par rapport à la femme béninoise, aux femmes béninoises qui pratiquent cette discipline. Alors, j'invite massivement les femmes à venir au Palais des Congrès le 16 novembre 2024 prochain afin de pouvoir découvrir les différentes facettes du bodybuilding féminin. Les épreuves auront lieu du 14 au 17 novembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Les meilleurs seront qualifiés pour les championnats du monde de la discipline prévus pour se tenir le 30 novembre de cette année à Koussaben. Voilà donc pour ce qui est du point des préparatifs de cette toute première édition du championnat d'Afrique des Nations de bodybuilding et fitness que le Bénin s'honore d'abriter. Il faut dire qu'une quinzaine de pays de la sous-région et même du continent sont invités à ce rendez-vous sur cette grande messe du continent de la discipline. Candide, on va changer justement de discipline, on va parler football, mais on va rester sur le continent quand même pour parler justement à commencer par les dames. La 4e édition de la Ligue des champions féminines CAF a abordé hier la deuxième journée de phase de groupe. Oui, une deuxième journée de la phase de groupe épique et pleine d'émotions, si on peut le dire ainsi, dans le groupe A, avec notamment la renversante victoire de l'ASFA du Maroc, vainqueur de la toute première édition de la compétition, face à l'équipe féminine du TP Mazembe de la République démocratique du Congo, qui de son côté signe son retour en phase finale après une absence menée 1-0 à la pause. Les Marocaines vont se reprendre pour empêcher les Congolaises d'enchaîner avec un nouveau succès et de leur côté enregistrer une deuxième victoire en autant de sorties. Elles vont finalement s'imposer par un score de 3-1 et vont donc garder à elles seules la tête du groupe A. Dans le second match de cette deuxième journée dans le groupe A, l'équipe de l'University of Western Cape de l'Afrique du Sud s'est offert sa toute première victoire dans la compétition, victoire 2-0 devant l'équipe d'Aigle de la Médina du Sénégal, comme vous pouvez le voir sur le tableau. À l'issue de cette deuxième journée dans le groupe A, le club du pays hôte est leader au classement avec 6 points au compteur, un goal différentiel de +5, suivi du club féminin du tout-puissant Mazembe qui compte 3 points au compteur avec un goal différentiel de +2. On voit en troisième position l'équipe de l'University of Western Cape de l'Afrique du Sud avec 3 points au compteur aussi. Et en dernière position,
On retrouve le club sénégalais Aigle de la Médina qui compte 0 points en 2 différentes sorties. Cette deuxième journée de la phase des groupes se déroule ce mercredi dans la poule B avec à la clé 2 différentes rencontres à suivre cet après-midi à partir de 15h. Les champions en titre de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, battus d'entrée en compétition, vont tenter de se relancer dans la course face à leurs homologues du Central Bank of Ethiopia, Compté, bien entendu, dompté aussi à leur entrée en compétition. Puis à 18h, on aura droit à une affiche entre les filles des deux Queens du Nigeria, qui sont à leur toute première participation face à leurs homologues, bien entendu, de l'équipe du FC Massa d'Égypte. Faut-il le souligner, les deux équipes, sinon les deux clubs, ont enregistré chacun une victoire à leur entrée en compétition. On va s'intéresser maintenant aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Guépards intensifient les préparatifs pour le match contre le Nigeria. Et ce sera demain. Oui, un match comptant pour la 5e journée de ces éliminatoires pour le rendez-vous de Maroc 2025. Entrée, bien entendu, en regroupement depuis dimanche dernier avec un effectif plus ou moins restreint. La tanière des Guépards du Bénin est désormais presque au complet avec l'arrivée hier à Abidjan de quelques joueurs comme le capitaine Steve Mounier, Andreas Ntondi ou encore de Chaudel Dessous qui ont tous trois rejoint le groupe au cours de la journée de ce mardi. Sur les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Guénotra, pratiquement tous les joueurs ont déjà rallié Abidjan. Mais il faut noter que selon les dernières informations, Olivier Verdon, le défenseur de Ludogorets en Bulgarie, est forfait pour les 2 prochaines sorties du Bénin au cours bien entendu de ces 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le technicien franco-allemand et ses hommes ont d'ailleurs tenu leur 2e séance d'entraînement hier sur les installations du lycée moderne de Cocody sous une fine pluie bien entendu qui n'a pas empêché la tenue de cette séance. Une séance faute bien entendu qui fait suite à celle de la première bien entendu tenue la veille, pour ne pas dire le lundi, sur les mêmes installations et aussi avec un groupe plus réduit. À l'issue de cette 2e séance déroulée hier, Guénotra s'est prononcé sur l'état d'esprit de son groupe actuellement au vu de la mission qui attend bien entendu les Guépards du Bénin au cours de ces 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On le suit. Alors on s'est entraîné depuis dimanche en fait déjà avec les joueurs locaux qui étaient arrivés après leur match. Les entraînements se passent bien, on a de bonnes conditions de travail, on est le matin à l'hôtel, on a un parc pour faire le réveil musculaire et puis aussi en fitness. Et l'après-midi on est sur ces bonnes pelouses qui sont très agréables malgré la pluie qui est tombée. Voilà, donc il nous manque juste que quelques joueurs, des joueurs clés comme on dit, mais on va faire 100. Tout le monde les connaît. C'est vrai que dans l'axe, on aurait bien voulu avoir Cédric et Olivier avec nous. Ils ne sont pas là. Et Kiki est un peu juste encore pour reprendre d'entrée, en tout cas. Ça fait 2 mois qu'il est blessé, mais il a retrouvé la santé. Donc du coup, voilà, une équipe encore un petit peu modifiée, rajeunie, mais avec beaucoup de solidarité et énormément de combativité. Ils veulent en tout cas très bien faire. Il faudrait rééditer l'exploit qu'on on avait fait ici au mois de juin. On sait que ça va être difficile parce que le Nigeria est en complet maintenant. Mais on y croit. Il nous manque des joueurs blessés, donc des joueurs clés, dans l'axe notamment. Mais justement, c'est l'occasion pour certains de faire leur début aussi et pour d'autres de retrouver un autre poste. Voilà, l'entraînement s'est bien passé et on est toujours optimiste. L'exploit est possible, on y croit. L'exploit est possible, on y croit. Ce sont là les mots de Guénotra, bien entendu, à l'issue de cette 2e séance d'entraînement de préparation du match contre les Super Eagles du Nigeria qui est bien entendu prévu pour ce jeudi à partir de 20h sur les installations du stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Le Bénin qui est privé bien entendu de 2 défenseurs, notamment Olivier Verdon dont le forfait a été annoncé il y a quelques heures. Et puis, bien entendu, l'absence de Cédric Ntondi, le défenseur d'Angers, qui n'était même pas convoqué faute de
blessure. Tanguy, doit-on déjà reprendre les calculatrices pour commencer par calculer? On avait déjà commencé depuis notre défaite à Kigali face au Rwanda 2-1. On avait commencé déjà à se creuser les méninges et à voir qu'est-ce qui pourrait nous aider à bien nous qualifier. Parce que déjà, même si on a l'avantage, est-ce que c'est un avantage ça, de recevoir le Nigeria à domicile en griffe, on n'est pas sûr de ce qui va se passer avec nous en Libye. Encore que le Nigeria n'a pas encore digéré sa défaite. Absolument, sa défaite notamment sur ce match contemple les éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine. Donc le Nigeria qui veut vraiment reprendre la main, en tout cas dans le groupe D. Pour ces éliminatoires, on verra bien ce que ça va donner, même si le Nigeria vient en tête. Et justement, le Nigeria qui est en tête de ce groupe D avec 10 points au compte. Il faut dire que les Guépards vont affronter demain les Super Eagles du Nigeria sur les installations du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois en arrière, les deux sélections se sont mesurées sur les mêmes installations et ce sont les Béninois qui ont arraché une victoire 2-1 devant les vice-champions d'Afrique en titre, sauf que là, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et aussi face à un effectif plus ou moins réduit, doit-on dire, des Super Eagles du Nigeria sans Victor Osimhen, sans William Troost et Kang, le capitaine de cette sélection, pour ne citer que ceux-là. Cette fois-ci, les Nigérians seront là avec un effectif bien au complet. Notre l'a tantôt martelé. Est-ce que les Guépards pourront-ils rééditer l'exploit d'il y a quelques mois, comme on le dit souvent? Oui, ainsi, on verra bien ce que ça va donner. Parlant de cette 5e journée de ces éliminatoires, elle s'ouvre aujourd'hui avec à la clé 3 différentes affiches à suivre ce mercredi. À partir de 14h, la Namibie sera face au Cameroun, déjà qualifié pour le rendez-vous marocain de 2025. À 17h, on aura droit à une affiche entre le Libéria et puis le Togo. Puis à 20h, la 3e et dernière rencontre de ce mercredi qui va opposer le Tchad à l'équipe de la Sierra Leone. Parlons maintenant des équipes qui sont déjà qualifiées avant même ces 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On a déjà 7 pays qualifiés sur le terrain bien entendu qui ont rejoint le Maroc, pays organisateur. Parmi, sinon, ces 7 pays sont entre autres le Burkina Faso, comme vous pouvez le voir, le Cameroun, l'Algérie, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Sénégal et puis l'Égypte. Avant même ces 5e et 6e journées, on a déjà au moins 7 pays qui sont déjà éliminés de la course, comme le Lesotho, le Libéria, l'Eswatini, la Namibie, le Soudan du Sud, le Burundi et puis le Malawi. On a encore en course, bien entendu, 33 pays pour les 16 dernières places du rendez-vous marocain lors des 48 matchs de ces 5e et 6e journées des éliminatoires, sinon de ces 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La question qu'on se pose, est-ce que le Bénin fera son retour à la CAN Maroc 2025, sinon à la Coupe d'Afrique des Nations, après 2 absences, notamment au Cameroun en 2022 et puis en Côte d'Ivoire en début de cette année 2024. On verra bien, sinon on va croiser les 3 et souhaiter bonne chance à nos Guépards. De toute façon, on reviendra ici demain pour parler de leur match, bien entendu, de ce jeudi contre les Super Eagles du Nigeria. On a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Tanguy, ce sera tout pour ce matin. On va continuer donc, comme vous l'avez bien souligné, à croiser les doigts pour soutenir les Guépards du Bénin qui livrent leur match contre le Nigeria demain à partir de 20h de Cotonou. Ce sera justement au stade d'Abidjan. Oui. Merci beaucoup à vous. Passez une très bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci. Mesdames et messieurs, je vous l'ai annoncé au début de cette émission, nous aurons nos moments de débat tout à l'heure. Ce sera autour donc de la thématique de la cherté de la vie. Vous l'aviez certainement constaté autour de vous, entendu en tout cas. Le litre d'huile végétale, par exemple, a grimpé de prix. Les populations s'en plaignent. La une des journaux vous a révélé quelques quotidiens qui en ont parlé. On en dira 2 mots lors de nos débats, mais on va surtout s'intéresser à cette question de la réduction de la pauvreté sous la gestion de Patrice Talon. C'est son porte-parole ou le porte-parole de son gouvernement qui l'a confié lors d'une de ses sorties. Là, on va en parler. Ce sera pendant la rubrique économique. Jacques Dégbé sera au téléphone comme tous les mercredis matins en direct depuis Paraco. Voici l'instant invité.
Je l'ai dit ce matin, on va faire réception. On recevra deux invités à la fois sur Actu Matin. Ça ne vient pas tous les matins. Donc, je vous les présente tout de suite. Pasteur Toussaint Coulibaly, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. En face de vous, l'apôtre Benjamin Akobé. Apôtre Akobé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes tous deux disciples du prophète Kakou Philippe qui est annoncé à Cotonou l'année prochaine. C'est d'ailleurs ce qui vous amène sur mon plateau ce matin. Alors déjà, on va commencer à découvrir qui c'est Philippe Kakou, le prophète. Je donne la parole à qui pour le présenter? Oui, monsieur Akobé. Merci beaucoup. C'est qui le prophète Philippe Kakou? Merci beaucoup, mon journaliste. C'est une très bonne question. Qui est le prophète Kakou Philippe? Il faut dire que le prophète Kakou Philippe est un prophète comme les prophètes de la Bible, à l'exemple de Jérémie, Moïse, Noé, ainsi de suite. Ah oui? Et il est l'homme, le fils de l'homme de Daniel 7, versets 13 à 14, qui a reçu un appel, une commission le 24 avril 1993 et qui a reçu les paroles de la vie éternelle. Et je peux citer qu'il est né en 1972 et à sa naissance, les anges ont chanté à Katagui, à Sikinsi, dans son village en Côte d'Ivoire. Et le 24 avril, un ange et puis un agneau sont descendus pour l'appeler commissionné et lui ont donné un message destiné au salut de l'humanité aujourd'hui. Et le 8 juillet 2002, il a commencé à prêcher un message et ce message a brisé toute barrière de langue, de race, de nation, de continent. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons au Bénin parce que lorsque Dieu envoie un prophète, son message est destiné au salut de chaque nation, de chaque peuple. Et le message du prophète Kakou Philippe aujourd'hui est prêché en Inde, est prêché en Angola, dans toute l'Amérique latine, au Bénin, ici, au Togo. Rassurez-moi d'une chose, vous l'aviez comparé à Jésus-Christ, c'est vrai? Je disais que Kakou Philippe est l'esclave de Jésus-Christ, l'envoyé de Jésus-Christ selon Matthieu 23, 34 à 35. Jésus lui-même l'a dit, il enverrai des prophètes. Et pour notre temps, c'est Kakou Philippe, comme au temps en 1906, c'était William Seymour. Pasteur Coulibaly, vous aviez un mot à ajouter par rapport à ce portrait du prophète Kakou ainsi dressé? Effectivement, ce que je peux compléter, c'est que comme mon frère l'a déjà dit, Kakou Philippe est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ pour notre temps. Et ce genre de prophètes, lorsqu'ils viennent, ils apportent la lumière à l'humanité pour leur génération. Et leur message est l'unique voie du salut que l'humanité doit suivre pour avoir la vie éternelle. Donc comme Moïse, Jérémie, Daniel, pour leur temps, Dieu a fait grâce à cette génération dans laquelle nous vivons, afin de voir un prophète comme les prophètes de la Bible, ceux dont nous avons entendu parler, ceux dont nous avons lu l'histoire dans la Bible. Alors Dieu nous a fait cette grâce parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13. Et pour notre temps, la grâce de Dieu à l'humanité, c'est le prophète Kakou Philippe, la lumière qui éclaire le monde aujourd'hui. Oui, mais pour prophète, on en a plein maintenant, hein, et ça pousse comme des champions partout. C'est quoi la singularité, la particularité et l'exception de celui que vous présentez là? La particularité, c'est que pour parler des paroles de Dieu, il faut d'abord parler de prophète messager. Celui-là qu'un ange vient et croise et lui donne le conseil de Dieu pour sa génération. L'humanité évolue, les péchés évoluent, les réalités sont différentes d'une génération à une autre. La génération de Moïse a eu son conseil, la génération de Jérémie a eu le conseil de Dieu pour son temps, et pour notre temps, Kakou Philippe fait la particularité parce qu'il a un message comme ceux-là. Et son message est le message de vie de l'agneau pour notre temps. C'est ce qui fait sa particularité parce qu'il a un appel, une commission et un message nouveau pour l'humanité que l'humanité ne connaissait pas. Est-ce qu'il a une façon différente de prêcher la parole du Seigneur autre que ce qu'on connaît déjà? Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Ce sont les prophètes en réalité qui sont la bouche de Dieu en une génération. Mais cette bouche de Dieu apparaît par l'arrivée d'un prophète physique sur la terre. Par exemple, lorsque Noé était sur la terre, Noé était la bouche de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui ont refusé d'écouter ce que Noé disait étaient tous engloutis dans le déluge malgré leur sincérité et leur bonne foi. Et au temps de Moïse, nous avons vu aussi que Moïse étant la bouche de Dieu, pour faire la volonté de Dieu au temps de Moïse, il fallait accepter ce que Moïse dit, bien que Moïse soit un homme comme tous les autres hommes. Donc la manière d'adorer Dieu ne change pas selon la Bible, parce que Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour adorer Dieu au temps de Daniel, il fallait suivre ce que Daniel a dit.
pour adorer Dieu au temps de Jérémie. Il fallait accepter simplement les révélations de Jérémie. Pour adorer Dieu au temps de Jean-Baptiste et reconnaître le Messie qui allait venir, il fallait accepter d'aller au Jourdain, au baptême avec Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, c'est Kakou Philippe. Oui, alors, c'est pas la première fois qu'il vient à Cotonou, pasteur. Le prophète, ça sera sa première fois en 2025. C'est vrai, certains de ses disciples ont déjà précédé ici en plusieurs années. Moi-même, j'ai été ici en 2022. Cette année, je suis ici. Avant moi, il y a eu certains de mes frères qui sont passés. Il a plusieurs disciples ici parce qu'il a plus d'une vingtaine d'assemblées ici au Bénin. Donc, lui-même, ça sera la première fois, mais ses disciples, ce n'est pas la première fois. Parce qu'il vient pour éclairer l'humanité du message qu'il a reçu de Dieu. C'est vrai, ses disciples ont prêché, ont annoncé son message, mais est-ce de la bonne manière? Est-ce que la population du Bénin a des interrogations sur son message? Alors lui-même sera là pour répondre à toutes ces préoccupations. Qu'est-ce que les gens disent de lui-même? Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ, que les pharisiens venaient interroger, la population du Bénin pourra venir l'interroger afin de savoir ce qu'il a apporté. Pourquoi il a attendu longtemps avant de venir à Cotonou? Effectivement, les prophètes sont ceux qui marchent par la révélation. Un prophète ne fait rien de lui-même, mais il agit selon ce que l'ange lui dit. Ainsi, depuis le 8 juillet 2002, il a commencé à prêcher et c'est sur l'ordre de l'ange qu'il a commencé à prêcher. Et l'ange lui a dit de ne pas sortir de la Côte d'Ivoire. Et ainsi, c'était ses disciples à travers le monde, depuis la Bolivie, le Mexique, le Brésil, la France, la Belgique, le Bénin, qui quittaient leur pays pour aller vers lui en Côte d'Ivoire. Et maintenant, par la grâce de Dieu, l'ange du 24 avril lui a dit qu'à partir de 2025, c'est la marque de sa sortie publique dans chaque nation de la terre. Et pour ce faire, il a choisi le Bénin comme le 4e pays qu'il allait visiter. Donc c'est un peu cela. C'est l'ange qui lui a dit, au temps marqué, il va comprendre. Et il a commencé à prêcher. Et l'ange lui a dit, au temps marqué, il doit sortir, il doit visiter chaque pays. Et la première sortie du prophète Kakou Philippe, c'est en Afrique du Sud, et ensuite le Zimbabwe. Vient après la RDC, le Congo, ainsi de suite. Presque tous les pays de la terre seront visités par le prophète Kakou Philippe. Et c'est sur l'ordre de Dieu, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a donné maintenant cet ordre, ce mandat de le faire. C'est pourquoi il peut le faire, parce qu'un prophète ne dépend pas de lui-même, mais il dépend de celui qui l'a envoyé, qui est son maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a visité des pays au-delà du continent africain. Je disais tout à l'heure que c'est depuis 2002 qu'il a commencé à prêcher. L'ange lui a dit d'attendre et que le commencement de sa sortie, de sa première sortie, ça commence à partir de 2025. Et le premier pays qu'il va visiter, ça sera en avril 2025 et ce sera l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Et le Bénin, le tour du Bénin, c'est en juillet, la première quinzaine du mois de juillet 2025. Et c'est ce pourquoi il nous a envoyés comme des émissaires pour pouvoir annoncer aux Béninois que ce qu'ils ont entendu d'une manière ou d'une autre, que le prophète Kakou Philippe sera ici au Bénin, en République du Bénin, en juillet 2025, est une information vérifiée et confirmée par le Seigneur lui-même. Donc voici le sens de notre arrivée au Bénin présentement. Nous, on peut être un peu jaloux, non? Pourquoi il ne commence pas par nous d'abord? Pourquoi il va en Afrique du Sud? Comme il a dit, un prophète marche par révélation. Les prophètes ne dépendent pas d'eux-mêmes. Certainement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit de commencer par l'Afrique du Sud. Le Bénin ne doit pas être jaloux parce que le Bénin figure sur la liste des pays qu'il va visiter. Donc, quoi qu'il en soit, le Bénin aussi recevra son jour de visitation. Notre prière est que tous les Béninois puissent sortir ce jour-là massivement pour venir écouter, voir et entendre un véritable prophète comme ceux de la Bible. Donc, ne soyez pas jaloux, chacun aura son temps de passage. On va, en tout cas, va l'attendre avec beaucoup de patience. Jusqu'en juillet 2025. Qui peut être aux différents services du prophète quand il sera là? Alors, le prophète, comme j'ai dit tantôt, il sera là pour 2 buts précis. 1. Faire comprendre aux Béninois son message dans toute sa clarté, répondre aux préoccupations. Et 2. Dieu lui a donné un don pour l'humanité. Aujourd'hui, il y a certaines maladies devant lesquelles la médecine est impuissante, telles que les paralysies, telles que les aveuglements et plusieurs autres maladies. Alors ce don, ce dépôt de dons, de grâces que Dieu lui a accordé, Dieu lui a dit de faire bénéficier cela à l'humanité tout entière. Alors étant ici, il y aura des programmes qui seront organisés, des salles qui seront en tout cas choisies pour ces événements-là. Toute personne
qui désire être présente sera présente et nous sommes là pour inviter toute la population pour dire que la venue du prophète Kakou Philippe ici, il n'y a pas d'exception de personne. Que nous soyons, peu importe qui nous sommes ici au Bénin, nous sommes invités à ce programme-là. Et ces services de guérison sont-ils payants? C'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. Parce qu'on a quand même vu des pasteurs qui, rien que pour une audience, se font payer quand même pour la consultation. Non, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le don de Dieu à une génération, elle est gratuite. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il a donné sa vie gratuitement pour l'humanité. Alors, il ne peut pas donner un don à un serviteur et faire payer ce don par d'autres personnes. Le don de Dieu en une génération a toujours été gratuit. Et pour notre temps, Kakou Philippe vient. Tout ce qui est demandé aux Béninois, c'est de venir. Peu importe les cas de maladie que chacun a, venez simplement, il n'y aura rien à payer. 5 francs ne sera pas payé, tout est gratuit. Généralement, quand les prophètes viennent, atterrissent dans un pays, ils se focalisent ou se concentrent sur les grandes villes. Certainement que Philippe Kakou va se concentrer sur Cotonou et va oublier les autres villes du Bénin. Non, ça ne sera pas ainsi. Je précise que le prophète Kakou Philippe fera environ 2 semaines au Bénin. Okay. Et donc, pendant ces 2 semaines, il y a la moitié de des 2 semaines-là qui sera pour le sud et l'autre moitié au nord. Donc, au niveau du sud, il y aura 2 services de guérison à Cotonou ici, un service de guérison à Calavi, un autre à Porto-Novo et l'autre à Zové. Okay. Et après cela, il y aura des services de guérison à Djougou, à Parakou et plusieurs autres villes du nord. Donc, c'est un maillage du territoire national. C'est une visitation totale et entière du Bénin. Parce que Dieu l'a dit et Dieu le fera. Et pour ajouter un peu à ce que mon frère a dit, qui peut être invité à ces services de guérison? C'est toute personne qui croit que si elle est aveugle et que la prière du prophète Kakou Philippe peut lui donner la vue, cette personne est invitée. Peu importe sa religion. Peu importe sa religion, sa classe sociale, son ethnie, son groupe, peu importe. S'il croit que la prière du prophète Kakou Philippe, il est un paralytique, ça peut le faire marcher, ou bien la prière du prophète Kakou peut faire marcher son parent qui est paralytique, ou bien son ami qui est paralytique, il vient. Son parent, quiconque qui est un sourd-muet et qui croit que la prière du prophète Kakou Philippe peut faire qu'il va entendre, il est invité. Si quelqu'un a le sida, il a le diabète. Ah oui, vous guérir le sida et le sida n'a pas de secret pour le prophète Kakou Philippe parce qu'il en a. Il y a plusieurs faisceaux de témoignages sur la guérison du sida et des maladies incurables telles que le diabète, ainsi de suite. D'accord. Allez, rapidement, je vais vous laisser partir, mais avant un mot pour conclure ce moment d'échange, je vais commencer par le pasteur Toussaint Coulibaly. Alors, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que le Bénin a longtemps entendu parler du prophète Kakou Philippe, tant en bien ou en mal, mais cette grâce qui sera accordée, c'est que comme Nicodème qui s'est approché du Seigneur Jésus-Christ pour lui poser des questions, comme cette femme qui s'est approchée de lui pour le toucher, parce qu'elle savait qu'en le touchant seulement, elle serait guérie, alors j'invite tous les Béninois, peu importe leur bord religieux, musulmans, chrétiens, peu importe, pauvres ou riches, à venir aussi voir ce don de Dieu à ce pays, le Bénin. Nous croyons que le Bénin est un pays religieux qui aime Dieu et le Bénin fera en sorte d'être présent comme Jérusalem sortait pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ en son temps. Apôtre Benjamin Akobé, moment pour finir. Je dis merci à la direction de la télévision et mon mot de fin est que nous sommes au Bénin ici depuis le 6 novembre 2024 et nous ne sommes pas venus en tourisme, mais nous sommes venus comme des émissaires pour annoncer un grand événement hautement spirituel en terre béninoise, précisément en juillet 2025. Et notre prière est que vous qui aurez écho de cette visitation, vous qui serez informés, prenez le temps pour informer tout ce que vous aimez. Parce que la visitation de Dieu à un peuple, à une nation, c'est la présence physique de son prophète messager vivant au sein de ce peuple ou de cette nation. Et Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ait la vie éternelle, a manifesté un grand prophète à notre génération, à la personne de Philippe Kakou. Et aujourd'hui, ce prophète qui, dans la patience totale de Dieu, a attendu 22 ans avant de sortir de la Côte d'Ivoire, sort et choisit le Bénin, votre pays. Je crois que c'est le moment
d'exprimer son amour envers Dieu et sa reconnaissance. Je prie le peuple béninois de recevoir ou de préparer l'arrivée du prophète Kakou Philippe et de le recevoir chaleureusement, comme le peuple béninois a déjà ce don de bien accueillir et de bien recevoir. Donc c'est un moment spirituel, c'est un moment de grande bénédiction, c'est un moment de délivrance, en sorte que ce moment-là, quiconque ne demandera même pas grâce aura grâce. Ah oui. Il y a des gens qui seront guéris, il y a des gens qui vont avoir la vue, il y a les épileptiques qui ne vont même pas demander et qui seront délivrés de l'épilepsie. Il y a des Syriens, les paralysés vont marcher parce que Hébreux 13, verset 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si hier, il a fait marcher les paralytiques, est-ce qu'il ne peut pas le faire aujourd'hui? Oui, il peut le faire. Si il a donné la vue aux aveugles hier, il peut le faire aujourd'hui. Et si vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors préparez-vous pour recevoir ce prophète en juillet 2025. Ça fait quand même 8 bons mois, hein? C'est beaucoup de patience, parce que la douleur de la maladie et de la faiblesse, c'est difficile à supporter au corps humain. Comment on fait pour attendre le prophète jusqu'à cette date-là? C'est pourquoi vous voyez un peu qu'en toute chose, il y a le conditionnement. Vous voyez? Donc, nous annonçons très tôt pour que le peuple puisse avoir suffisamment de temps pour être conditionné à avoir cette foi. J'ai précisé que quiconque a la foi que la prière du prophète peut le guérir. Donc, il faudrait que la personne entende d'abord le plus tôt possible. C'est pourquoi nous le faisons dès maintenant. Et aussi, on le fait plus tôt pour que tout le monde puisse être informé. Parce que si on vient une semaine avant, vous voyez que beaucoup peut échouer. Donc, je pense que c'est l'amour de Dieu qui fait cela. Et le Bénin doit savoir que le prophète Kakou Philippe vient pour lui, pour son peuple, et le Bénin doit se préparer. Je crois que Dieu est toujours vivant, Dieu est au présent de l'indicatif, et Dieu va agir. D'accord. Merci beaucoup à vous, apôtre Benjamin Akobé. Je rappelle que vous êtes donc sur ce plateau avec pasteur Toussaint Koulibaly. Vous êtes venus tous les deux nous annoncer une bonne nouvelle, en tout cas, l'arrivée au Bénin du prophète Philippe Kakou. Ce sera, faut-il le rappeler, au mois de juillet de l'année 2025. Merci beaucoup d'être passé par ici pour ce message-là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va prendre notre téléphone et on va appeler par à coup. Nous sommes mercredi. Voici le rendez-vous économique. Sous Patrice Talon, la pauvreté a reculé au Bénin. Proclamation signée Wilfried Léandre Ngbeji. Des affirmations qui ont beaucoup dérangé au sein de la population béninoise. Pour beaucoup, il avance des chiffres qui ne traduisent pas, la réalité du terrain et au sein de la population. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. Et vous avez certainement entendu le secrétaire général adjoint du gouvernement faire cette proclamation. Vous aussi, de votre position d'analyste économique, comment interprétez-vous tout ça? Peut-on vraiment dire aujourd'hui que la pauvreté a reculé sous le régime de Patrice Talon? Il faut le dire directement, Tanguy, la réponse est oui. En tout cas, si l'on s'en tient aux statistiques officielles. Et ce sont d'ailleurs sur ces chiffres que s'est appuyé le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, en effet tenant compte de la deuxième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages réalisée dans les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en 2021-2022. Eh bien, la pauvreté a baissé ces dernières années au Bénin. Cette enquête réalisée avec l'appui technique de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la coordination de la Banque mondiale révèle que le taux de pauvreté nationale est établi à 36,2%, soit une baisse de 2,3 points par rapport au rapport de 2018-2019 qui fixait déjà le taux de pauvreté à 38,5%. Un autre rapport de l'Instad, l'Institut national de la statistique
statistiques et de la démographie rendu public en juillet 2020 indiquait que l'incidence de la pauvreté monétaire était de 39,3% en 2015, soit un an avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Il faut aussi préciser qu'en 2011, le taux de pauvreté était déjà à 36,2% et à 35,2% en 2009, selon un rapport datant de 2013, un rapport gouvernemental au moment où le président Thomas Boniayi était encore au pouvoir. Oui, de façon absolue, s'il faut se tenir aux chiffres, aux statistiques, la pauvreté a effectivement baissé sous le régime du président Patrice Talon, passant de 39,3% en 2015 à 36,2% en 2022, dernière statistique en date. Alors, Jacques, quelles sont les méthodes de calcul, quelles sont les considérations prises en compte pour justement constater ce recul? En fait, il y a ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Au Bénin, ce seuil est estimé à 287 187 francs CFA par an. Le taux de pauvreté correspond donc à la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil. Ces Béninois qui ne gagnent pas 287 187 francs CFA par an. Si vous êtes au Bénin et que vos revenus globaux par an sont supérieurs à 287 187 francs CFA, ce qui fait à peine 800 francs CFA par jour, c'est que vous n'êtes pas pauvre. Tous ceux qui gagnent au moins 800 francs par jour au Bénin en moyenne ne sont pas pauvres. Vous ne serez pas classé parmi les pauvres lorsque vos revenus annuels sont inférieurs. Vous ne serez pas classé donc parmi les pauvres lorsque vos revenus annuels sont inférieurs à 287 187 francs CFA. Et dans cette catégorie, on ne retrouve que 36,2%, un peu plus d'un tiers de la population béninoise. Et tenez-vous tranquille, c'est le taux le plus faible dans l'espace UEMOA. En clair, il y a moins de pauvres au Bénin que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger ou encore la Guinée-Bissau, que vous le croyez ou pas. C'est ce que révèlent les statistiques. Tous ceux-là qui gagnent plus de 800 francs, au moins 800 francs CFA par jour au Bénin, ne sont pas pauvres. Voilà. Comment vous expliquez, vous, à votre niveau, cette attitude des Béninois qui sont dubitatifs? Il y en a même qui se sont énervés au sujet de cette déclaration du porte-parole du gouvernement. Tout simplement, Tanguy, parce qu'il y a ce que disent les chiffres, ces fameux rapports de la Banque mondiale, de l'Instad et des organismes sous-régionaux internationaux et la réalité du terrain. Mettons de côté ces statistiques et regardons en face la réalité. Lorsqu'on vous dit que le taux de pauvreté a baissé aujourd'hui au Bénin, vous ne pouvez que tiquer dans un premier temps. Les Béninois ne se retrouvent du tout pas dans ces chiffres que révèle l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la colère que nous avons pu constater sur les réseaux sociaux dans les discussions après cette sortie du porte-parole du gouvernement. Il suffit de lire les commentaires donc sur les réseaux sociaux suite à ces propos du PPG pour se rendre compte de leur mécontentement. C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, assurer les 3 repas quotidiens révèle d'un véritable parcours du combattant pour le Béninois lambda, la scolarité des enfants, les factures d'eau, d'électricité, le loyer. Bref, le quotidien semble être de plus en plus difficile, sauf pour ceux dont les fiches de paie s'élèvent à des millions de francs CFA par mois. D'ailleurs, moi personnellement, je trouve un petit souci avec cette enquête qui nous a permis d'avoir ce taux de 36,2%. Lorsqu'on fixe le seuil de pauvreté à 800 francs CFA par jour, je vous ai entendu tiquer tout à l'heure, en toute sincérité, qui est ce Béninois aujourd'hui qui peut vivre avec 800 francs CFA en une journée, surtout dans les grandes villes, dans un contexte où le litre d'huile végétale, aux dernières nouvelles, est à 1600 francs CFA le litre, ou le litre d'essence oscille autour de 600-650 francs CFA. Comment s'en sortir avec 800 francs CFA par jour alors que tout coûte cher, que même la simple boîte d'allumettes a presque doublé de prix et que la lame de 25 francs CFA se vend aujourd'hui à 50 francs CFA. Tanguy. On s'imagine beaucoup de peine en tout cas pour les populations. Et ça, vous parlez de ceux qui sont en ville, ceux qui sont capables de se démerder pour trouver quelques sous dans la journée, dans les campagnes, dans les coins reculés du Bénin. Il faut se demander si, enfin, combien de personnes sont capables en tout cas de décrocher 800 francs
pas jour pour leur survie. Vous notez que l'indice de pauvreté, Jacques, pauvreté monétaire, varie selon le département et cela pourrait aussi expliquer justement ces chiffres. Oui, l'incidence de la pauvreté monétaire ou de la pauvreté tout simplement n'est pas la même selon que l'on soit dans le Borgou, le littoral, l'Atlantique, la Liborie ou encore le Koufo. Tenez, les départements de l'UEME, 16%, et du littoral, Cotonou donc 18,3%, présentent les plus faibles taux de pauvreté, se distinguent nettement de l'ensemble des autres départements. La Takora, 53,1%, et le Koufo, 54,1% sont les départements où les taux de pauvreté sont les plus élevés. Le Borgou a un taux de pauvreté de 47,7%, et par rapport à 2019, le taux de pauvreté a augmenté dans 5 départements, à savoir le Zou, le Mono, le Koufo, la Liborie et la Donga, alors qu'il a baissé dans les 7 autres départements. Donc notre perception de la pauvreté peut varier selon notre département de résidence et même plus loin de notre milieu de résidence, puisqu'en milieu rural, l'incidence de la pauvreté est de 40,6% contre 30,8% en milieu urbain. En clair, il y a plus de pauvres dans les villages que dans les villes. La profondeur de la pauvreté, la sévérité de la pauvreté sont aussi plus élevées dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains, selon toujours l'enquête réalisée. Optons tous donc pour l'exode rural, allons dans les villes pour être à l'abri peut-être de la pauvreté. Là, je chamaille, chamaille. Jacques Dégbé, de toute la façon, on est à 36,2% de taux de pauvreté. Quoi qu'on dise, c'est assez élevé, qu'on soit d'accord ou pas, c'est assez élevé. Sur quel élément faut-il appuyer pour réduire davantage ce taux, selon vous? Là, je vais faire une analyse vraiment personnelle. Moi, je dirais qu'il faut sortir de l'illusion de la prospérité assurée par l'État. Je vais peut-être choquer pas mal de monde, mais ce n'est pas l'État qui assure le développement d'un pays. Et l'on continue de croire que c'est le pouvoir central, à travers ces investissements publics massifs soutenus par la dette, les millions, les milliards de francs CFA que nous prenons auprès des institutions financières internationales, qui vont nous permettre de sortir de la pauvreté. Cette idée ancrée dans l'imaginaire économique de nombre de nos dirigeants mérite d'être remise en cause aujourd'hui. Il faut plutôt miser sur l'économie de marché. Ce sont les entrepreneurs, les opérateurs économiques, les agriculteurs, les artisans, tous ces agents économiques qui produisent de la richesse, les biens et services qui vont donc contribuer à la création, à la croissance économique et donc au finish, au développement. L'État, dans son rôle régalien, dans sa fonction régalienne, devrait beaucoup plus s'assurer de garantir la sécurité, une justice équitable, attirer les investisseurs étrangers, encourager les entrepreneurs locaux à travers des mesures incitatives pour un climat des affaires beaucoup plus prospère. C'est le business qui développe un pays par ses nombreux prêts pour des projets qui n'ont jamais véritablement changé le niveau de vie des populations. On parle d'Azoli, on parle de Suède, on parle de Bessoki et tout, mais le problème est toujours là, c'est que nous avons une population majoritairement pauvre. L'autre a dit que la démocratie ne respire pas. Tanguy, moi je dirais ce matin que l'économie béninoise ne respire pas, et ça, nos dirigeants doivent en prendre conscience. Ils vous ont certainement entendu. Jacques Dégbé, merci. Merci à vous, Tanguy. Bonne journée à Parakou. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause, le temps d'installer nos débatteurs. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte, s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte, s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes des procédures. Oui, nous devons, voilà. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble,
Combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48, 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, hein, les produits alimentaires, en tout cas de première nécessité, ont encore pris du prix, Ulrich. Oui, le constat est flagrant et vous allez dans tous les marchés aujourd'hui, vous allez le constater. Et le produit qui a réveillé l'attention ou qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est l'huile d'arachide, qui est passé carrément du simple au double. Des dames qui vendaient le bidon à 22 000, 23 000 et qui ça aussi entre 22 et 23, peut-être au maximum à 25 000. Prennent aujourd'hui le bidon à 40 000 et qu'on sort. Donc vous voyez un peu, ça passe du simple au double. Il faut dire que ce n'est pas que l'huile d'arachide, il y a aussi beaucoup d'autres produits qui ont flambé. Récemment, nous avons parlé du prix du haricot, qui a connu carrément, qui est devenu, qui a coûté la peau des fesses récemment. Alors, c'est vrai qu'on a senti une légère amélioration ces derniers jours, mais pourquoi ces prix flambent tout le temps? C'est des questions que nous nous posons. Sinon, le constat déjà. On parlait du haricot, Eric. Maintenant, c'est l'huile. Visiblement, on peut plus faire du abobo et bien manger. Ça, c'est clair. Le prix pour les pauvres, le plat du abobo. Ça, c'est une évidence. À moins que vous déboursez suffisamment pour vous offrir votre abobo. En comptant bien sûr sur la gentillesse du Gary entre-temps. Ah oui, lui-même, il a pris le prix. Je crois qu'il doit être la mesure. Et lui qui s'y ajoute. Le kilo doit être autour de 400 francs CFA. C'est insoutenable pour nos concitoyens. Tanguy, quand on fait ce constat que nous faisons ce matin, hier nous avons envoyé une équipe dans le marché d'Antokpa et il fallait entendre véritablement les cris de détresse des bonnes dames qui n'en pouvaient plus, justement. Et vous imaginez, nous parlons de l'huile végétale qui est transversale en matière de cuisine sur plusieurs alimentations. Et donc,
c'est dit que nous traversons une situation assez complexe pour le ventre des Béninois. Et pour l'heure, justement, on n'a pas véritablement entendu les différentes autorités, que ce soit du côté de l'industrie et du commerce et du ministère de l'Agriculture, sur le pourquoi de cette situation et pendant combien de temps nous devons encore traîner véritablement cela. C'est à croire que ces derniers jours, le diable est tombé sur notre tête. Vous voyez ce que nous continuons encore à subir sur les délestages que nous connaissons, pratiquement une demi-journée pour ceux qui ont moins de chance toute la journée, soit vous vous réveillez sans électricité, vous allez au lit sans électricité, à cela vous avez les coupures d'eau aussi. Et là, bon, maintenant, il faut voir avec les prix qui ont pris une belle montée ces derniers jours. On a vraiment toute une série de situations que nos populations traversent depuis cet temps et c'est hyper compliqué. Vraiment compliqué aujourd'hui. On aurait bien pu comprendre le riche s'il s'agissait d'articles comme les vêtements et autres qui ne sont pas prioritaires en tout cas. On peut s'en passer pour un moment. Oui, même si c'est des besoins essentiels, je dois dire, dans la vie d'un homme, bien s'habiller. Mais que ce soit ce que nous mangeons tout de suite, et là ça met en difficulté sérieusement la population. Effectivement, ça met en difficulté les populations parce que vous n'êtes pas sans savoir que la première chose, quand un homme se lève, c'est de chercher à savoir ce qu'il mange dans la journée. Voilà. Donc, quand ce que vous devez manger prend de la valeur, ou du moins se devient assez cher, vous vous posez la question. Et regardez combien le Béninois gagne. Tout à l'heure, j'ai entendu Jacques Degbé faire déjà le point. Nous avons entendu parler du seuil de pauvreté et on nous a dit que la pauvreté a connu un recul. Je veux bien croire parce que les chiffres disent une chose, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Les chiffres, nous ne les contestons pas. Mais vous le savez, quand on dit par exemple que le Béninois qui gagne au moins 800 francs par jour, il n'est plus pauvre. Elle n'est plus pauvre. Dans le même temps, quand le Béninois gagne 800 francs par jour, quand vous faites le point, si c'est sur 31 jours, il n'atteint même pas encore 25 000 francs le mois. 25 000 francs le mois dans une ville. Je ne veux même pas prendre les grandes villes comme Cotonou, Parakou et consort. Je vais prendre juste des villes intermédiaires. Dites-vous, déjà, le mois, le loyer coûte combien? Dans les 25 000, s'il enlève le loyer, et si le loyer n'accapare pas tout ce qu'il a gagné par rapport à ces 25 000 là. Parlons maintenant de son déplacement. Parlons maintenant des prix des denrées qui connaissent une flambée aujourd'hui. Donc, s'il doit s'approvisionner, prendre peut-être du riz, du maïs, les céréales en général, et prendre également les condiments, est-ce que avec ces 800 francs par jour, où on dit qu'il n'est plus pauvre, est-ce qu'il peut s'en sortir? C'est pour faire comprendre que entre les chiffres, les données des chiffres et ce qui se passe sur le terrain, le coût d'achat du Béninois, il y a une grande différence. Ce n'est pas parce que certains ont la possibilité d'avoir au moins 800 francs aujourd'hui qu'ils sont aujourd'hui qui sont en dessous de la pauvreté. Non, il faut faire le ratio entre ce qui entre et ce qui sort. Le coût de vie aujourd'hui devient excessivement cher. Faites un tour dans les marchés. Vous allez remarquer que pratiquement tout est devenu cher. Nous n'accusons personne. On sait qu'il doit y avoir une raison bien précise. Mais la question est de savoir qu'est-ce que les autorités font pour accompagner. Jusqu'à présent, vous avez vu, lorsqu'on avait parlé du prix du haricot, on n'a vu pratiquement personne, aucune autorité se prononcer. Aujourd'hui, on parle du prix de l'huile qui a flambé. On ne voit aucune autorité. Le ministère de l'Industrie et du Commerce est là, elle est latente, elle est toujours là. Et vous allez voir, c'est peut-être vers fin novembre ou bien en début décembre que vous allez voir, on va descendre dans des magasins pour faire le contrôle des produits prohibés et consorts et tout ça. Non, nous voulons voir un ministère de l'Industrie et du Commerce assez actif, proactif, je dirais, pour pouvoir véritablement anticiper sur certaines choses et voir si le ministère de l'Agriculture, parce que ce n'est pas que le ministère de l'Industrie et du Commerce, il y a aussi le ministère de l'Agriculture. Il y a un moment où on nous a dit ici que le prix du maïs a flambé parce que la volaille est en train de consommer tout le maïs.
quand on dit des choses comme ça, il faut travailler à ce que nous produisons, si c'était les produits importés, nous avons compris un peu qu'on nous dise que le sucre a connu une flambée. Parce qu'on a vu le sucre qui est devenu, qui coûte aujourd'hui la peau des fesses, de la même manière. Quand nous venons revoir ce que nous-mêmes nous produisons et qui devient encore excessivement cher, il faut se poser des questions de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Justement, et c'est le deuxième axe de nos discussions ce matin, comment est-ce qu'on peut expliquer que les produits de première nécessité puissent monter de prix comme ça, Eric, alors même que le riche a attiré l'attention là-dessus. Ce sont des produits que nous-mêmes, nous cultivons, que nous-mêmes, nous essayons de produire, pour me répéter, sur place à Cotonou ou n'importe où sur le territoire national. C'est la question que je veux bien poser au ministre des Champs, des animaux. Comment ça peut s'expliquer, oui. Le ministre des Champs vous répondra. C'est bien sûr la question que j'ai envie de poser à nos ministres de l'Agriculture et puis du Commerce et de l'Industrie pour savoir justement comment on explique une telle situation. Nous n'avons pas arrêté de produire en tant que tel ces matières. Et comment se fait que sur notre sol, nous achetons ces mêmes produits à un prix d'or? C'est inconcevable pour nos concitoyens de savoir que aller au marché, plutôt que de débourser 24 000, on est obligé aujourd'hui de débourser 48 000 à peu près pour le bidon de 25 litres d'huile. C'est assez excessif, n'est-ce pas, pour un Béninois ordinaire qui n'avait peut-être pas anticipé sur la taille d'une telle dépense. Je pense que c'est toute une problématique qu'il faut développer. Et en temps normal, quand on commence par observer cela en l'espace d'une journée, 48 heures, soit 12 heures, on doit être en mesure en même temps de justifier cela pour les populations, à eux de savoir en même temps à quoi s'en tenir pour les jours à venir, plutôt que de rester dans ce silence que je ne comprends pas. J'ai essayé de prendre des contacts avec nos amis du ministère de l'Industrie, c'est silence radio. On m'a fait savoir que pour l'heure, on n'est pas en mesure de donner des explications pour le moment. J'espère que ça viendra plus tard, parce que qu'on le veuille ou non, que ça soit entre ce silence pour défaut d'explication dans les marchés, la réalité est là. Ulrich évoquait des statistiques tout à l'heure. Je dis, mais on ne gouverne pas pour les chiffres. On gouverne pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Si les chiffres disent autre chose et que dans le quotidien des populations, on se rend compte que la vie est de plus en plus chère, ce n'est pas les chiffres qui vont convaincre les citoyens du contraire. Il faut être réaliste là-dessus. Donc, je pense que c'est une problématique sur laquelle nous voulons véritablement avoir des explications. Est-ce que cela nous vient encore des problèmes conjoncturels qu'on a à l'extérieur du pays ou dans d'autres pays voisins? Est-ce que c'est lié à une réalité propre à nous, à l'interne? Je pense que nous, est en droit de se poser des questions et d'avoir des réponses sur ce qui se passe. Riche. Oui. Ça me fait sourire un peu parce que récemment, lorsqu'on a connu cette flambée, on a eu beaucoup d'explications, on a eu des conjectures, on a eu des hypothèses. On nous a notifié que c'est parce que on faisait passer les céréales à travers les frontières. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je veux bien savoir. Je n'en sais pas plus que quelqu'un. Je veux juste savoir. L'autre chose encore, moi, je m'interroge souvent de savoir. Là, je ne parle pas de la ministre de l'Industrie et du Commerce, mais il y a des techniciens. Mais il y a des techniciens qui sont payés aux frais de l'État pour anticiper sur ces genres de choses. La ministre, elle est là juste pour coordonner les activités. C'est vrai qu'elle répond du ministère, mais il y a des techniciens qui travaillent au jour le jour pour anticiper ces genres de choses et pour également chercher des solutions par rapport à ces genres de choses. Mais quand viennent ces situations, ils sont tous muets, systématiquement. Et c'est à la fin, vous voyez peut-être un communiqué flasque, un communiqué plat, terne, qui vient juste constater ce que nous avons déjà tous constaté. On a vu par le passé la flambée des prix du gaz. Le ministère est resté muet là-dessus pendant longtemps. Il a fallu que Canal 3 fasse plusieurs reportages là-dessus pour montrer le cri du cœur, la désolation des populations, avant qu'on ait peut-être dans l'après-midi d'un vendredi un communiqué qui est sorti juste pour dire oui, ceux qui font de la spéculation ne devraient plus le faire. Non, le ministère doit anticiper sur certaines choses. Nous, on veut un ministère proactif. Parce que ces cadres de l'administration qui travaillent, qui réfléchissent, parce qu'ils sont là pour réfléchir sur ces genres de choses. Ils sont payés aux frais de l'État pour le faire.
pourquoi alors attendre toujours que le citoyen lambda qui paye ses taxes, qui paye ses impôts, subisse et qui n'ait même pas la réponse de ce qu'il subit? Donc là, ça pose un véritable problème. Oui, maintenant, dans les champs, est-ce qu'on nous a dit aussi, nous avons entendu le porte-parole du gouvernement qui a bien dit, entre-temps, que nous avons même connu une surproduction. Mais si nous avons connu une surproduction, comment se fait-il qu'il y a plus de production, mais ici, sur le marché, on se retrouve en train de ne plus avoir les prix avec vous l'aviez dit, les Béninois sont un peu... je dois dire, focus sur leurs propres intérêts, c'est bien normal. Ouais. Et donc, on fait sortir les produits du Bénin, peut-être de manière détournée, et ça peut se comprendre. Bon, on se pose la question. Il y a eu des dispositions qui ont été prises, je crois. Il y a eu des dispositions qui ont été prises. On a même vu des tranchées qui ont été construites, qui ont été faites à des endroits donnés à la lisière du Bénin. Des qui ont été déplacés sur des routes. Exactement. Mais est-ce qu'avec toutes ces dispositions, est-ce que les produits sortent toujours frauduleusement? Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je dis, nous attendons que le ministère vienne nous se prononcer là-dessus. Et que des femmes, des hommes et des femmes subissent encore cette flambée. C'est vrai que l'inflation, ça viendra, ça fluctue, ça c'est clair. C'est la loi du commerce qui est ainsi. Mais que cela se passe dans un mutisme total, c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Parce que cette histoire de flambée d'huile, ça ne date pas d'une semaine. Ça a déjà commencé depuis plus de 2 ou 3 semaines. Mais jusqu'à présent, on n'a pas entendu les autorités en parler. Et très souvent, c'est comme ça. C'est que c'est devenu la ritournelle. On se tait, on fait comme si de rien n'était, alors que dans ce même ministère, il y a des cadres qui sont payés pour ça. Alors, ces cadres-là font quoi? Oui, mais parfois, on est trop focus ministère du commerce... alors que ce n'est pas le seul ministère qui devrait s'intéresser. Nous avons parlé du ministère de l'Agriculture. Oui, la question, ministère de l'Agriculture, mais la question de la projection, de l'anticipation, de l'organisation pour ce qui est du bien vivre et du bien-être des populations concerne aussi un certain ministère comme le ministère de l'Économie et des Finances, comme le ministère... même le ministère du développement, par exemple, aussi, bien, merci. C'est une action concertée. Autant de ministères qui devraient en principe réagir. Donc, on ne devrait pas faire focus seulement sur le ministère du Commerce. Ce sont ces deux premiers ministères qui sont concernés justement par la chose, parce que d'abord, il y a la production, ça concerne le ministère de l'Agriculture, il y a la vente qui concerne le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, d'ailleurs, c'est les deux ministères que nous voyons d'abord. Les autres sont dans la prospection. Oui, mais la prospection, c'est vrai. Ils peuvent anticiper, ils sont aussi payés aux frais de l'État. Que les autorités devraient savoir ce qu'il en est réellement. C'est ce que nous, on veut juste savoir. À moins de choc, je dois dire, imprévu vraiment. En principe, déjà, puisque nous sommes vers la fin de l'année, on devrait se projeter déjà sur 2025, 2026, 2027 pour savoir à peu près à quelle période suivant, je dois dire, la pluie, le vent, la tempête, je sais pas moi, la grêle ou tout ce que vous voulez, quelle sera l'évolution, la courbe de la production et commencer déjà à prévenir les populations sur les périodes où ce sera difficile afin de trouver des solutions d'anticipation, même si entre-temps on a fermé c'est pas mal des structures comme l'ONASA et autres qui étaient quand même des structures tampons qui nous permettaient de faire la liaison entre deux périodes difficiles. Oui, Eric. Il y a sans doute le temps de faire un constat après des recoupements et ensuite apporter des justifications nécessaires. Mais après, cela ne justifie pas le silence que nous observons. Et puis, quand nous parlons de ce qui touche le ventre des concitoyens, cela concerne tout un gouvernement. Donc, c'est vrai, nous donnons l'exemple des ministères sectoriels. Ils vont dans les bics, dans les boutiques, façon là. Nous donnons... Oui, mais tout compte fait, on ne peut pas rester indifférent à ce que traverse toute une population en ce qui concerne la cherté des produits de première consommation. Et donc, à ce stade, on ne peut pas me dire que au niveau État, qu'on ne remarque pas ça ou qu'on ne sent pas ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mercredi, Conseil des ministres, peut-être que la question sera abordée, qui sait, attendons peut-être dans le reste de la journée et voir ce qui en sera. Et je pense aussi que oui, on est en mesure de demander des explications à ces deux ministères sectoriels parce que ce sont ces deux ministères qui sont plus proches, n'est-ce pas, de ce secteur. On parle
d'huile, donc il y a le commerce, forcément, on parle d'huile aussi, donc il y a forcément le ministère de l'Agriculture, et donc on ne le dit pas parce que, enfin, nous sommes en train de faire une chasse aux sorcières. Écoutez, si les sorcières existent dans la société, et qu'elles nous empêchent de dormir, il faut les chasser. Si c'est eux qui les désignent, ne me demandez pas de citer le ministre de la Santé dans cette affaire. Donc je pense que... il faut le citer parce que il n'a qu'à se préparer justement à accueillir beaucoup plus de patients, parce que rester 2-3 jours sans bien se nourrir, c'est la malnutrition, et lui-même doit commencer à préparer beaucoup plus de lits pour accueillir. Pendant que nous parlons justement des autorités, du gouvernement, de tout ce que nous connaissons comme appareil pour pouvoir contrôler, organiser et sécuriser l'alimentation au Bénin, il faut aussi reconnaître l'effet pervers de certains de nos commerçants. Il faut le dire aussi, parce qu'il faut être objectif dans l'analyse jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a de ces commerçants qui, juste parce que il va prendre peut-être de l'huile avec 100 francs de plus, et lui qui vend de la tomate, il dit non, j'ai pris de l'huile, il y a eu 100 francs, il y a eu une augmentation de 100 francs de ce côté, moi-même j'augmente 50 francs au niveau de la tomate, et ça crée un effet inductif d'inflation volontaire. Et c'est la raison pour laquelle je demandais à ce que les cadres aillent beaucoup plus sur le terrain pour comprendre ce qui se passe et décourager à la limite ceux-là qui volontairement créent cette inflation. Parce que vous allez remarquer un effet qui s'observe souvent au niveau des abords des voies. Vous allez remarquer que des fois, certains ont pris le carburant. Je veux parler par exemple du carburant d'ailleurs que l'on retrouve souvent aux abords des voies. Vous voyez des gens par exemple qui peut-être ont déjà pris leur stock à un prix bien précis. Et ils savent que ce prix, je suppose, je le dis, je donne un chiffre au hasard, c'est peut-être à 600 francs qu'ils devraient vendre. Et avec 600 francs, ils ont leur marge de manœuvre, ils ont leur marge de bénéfice, comme cela se doit. Il aura fallu simplement que peut-être les douaniers fassent une petite opération quelque part dans une zone reculée où quelques bidons d'essence ont été arrêtés. Et puis, de l'autre côté, ils se sont retrouvés à 900 francs parce qu'ils vendaient à 600 francs. Il a eu l'information. Systématiquement, il passe à 900 francs ici. Alors que, a priori, il aurait pu vendre ça à 600 francs sans avoir d'inconvénients. C'est pour cela que je dis qu'il y a aussi l'effet inductif volontaire d'inflation que certains de nos compatriotes font. Et ces commerçants véreux, il faut aussi pouvoir les décourager. Ça arrive dans les magasins, dans les marchés, vous allez partout, dans les surfaces de vente. Ils sont là, ils sont toujours aux aguets. Pour peu que le monsieur a pu se déplacer un peu, il a pu se déplacer avec 100 francs de plus, il revient et dit non, moi j'ai dépensé 100 francs de plus, j'ajoute 200 francs ici, et ainsi de suite. L'inflation se poursuit jusqu'à ce que le consommateur, et puis ce que tout le monde oublie, c'est le consommateur qui paye tous les frais. Tout le monde met les prix dessus. Lui, il vient payer maintenant. C'est le dernier consommateur qui paye tout finalement. Il n'y a pas de consommateur isolé. Hein. Même le vendeur d'essence, il pense qu'en augmentant le prix de l'essence... Il augmente le prix. Mais c'est le dernier consommateur qui vient payer tout ce qu'il a eu à payer en amont. Oui, c'est le dernier consommateur qui paye tout. Oui, mais lui-même aussi en aura pour son compte. Parce que justement, quand il met de façon, je dois dire, volontaire du prix, quelques francs CFA sur le prix normal. Mais avec sa marge de bénéfice. Avec sa marge de bénéfice, ça augmente, ça crée une incidence forcément sur, je dois dire, le coût de revient en matière de transport, etc. etc. Le Zemda qui doit transporter la vendeuse de poissons. Ajoute aussi son prix. Ajoute aussi. Et le transporteur de 200 devient 300. Le vendeur d'essence aussi doit acheter du poisson à manger. Il prend aussi le poisson un peu plus cher. Donc ça veut dire c'est une chaîne. Et au fini, c'est celui-là qui sort de sa maison. Il n'y a pas de consommateur isolé. C'est malheureusement cette bonne ménagère qui sort de sa maison, qui veut aller maintenant acheter peut-être un poisson qu'elle prenait à 1000 francs. Elle sera obligée d'aller débourser 1200, 1300 francs parce que finalement, c'est elle qui prend cette dernière ménagère, le dernier consommateur, qui vient maintenant racheter toutes les inflations qui ont été mises en amont. Alors, je pense peut-être à une autre cause aussi. De plus en plus maintenant, les terres qui sont abandonnées ou rachetées en grande quantité, de sorte à empêcher ceux qui doivent cultiver de cultiver, ça peut faire que, bon, on a une baisse, je dois dire, de la production, mais le ministère de l'Agriculture ne sera pas content avec moi parce qu'ils nous ont giflé avec des chiffres intéressants tout au long de l'année. Il y a plus de production. Oui, pour nous montrer que, aussi bien sur le plan de la production du maïs, du riz et bien d'autres choses, on a quand même fait
On a quand même fait des exploits. J'apprends aussi qu'il y a des raisons exogènes. Enfin, après, on peut comprendre que le Bénin n'est pas aussi, comment on dit, isolé. Voilà, on parle aussi de la baisse des récoltes des grands pays producteurs d'huile de palme. Vous le savez, ils sont le plus en Asie, en Indonésie et ces pays. Et cela aurait eu aussi une influence sur notre marché. Après, je pense aussi qu'il y a un travail de contrôle que nous devons faire. Peut-être ça, il faut voir avec nos cadres au niveau de plusieurs ministères sur comment nous arrivons à contrôler les spéculations, la tendance des prix, n'est-ce pas, de ces produits sur le marché, au point de fait que même si à l'extérieur, on a des chocs, que cela ne puisse pas agir autant, n'est-ce pas, sur nos produits. On peut supporter des marges de quelques pièces de francs CFA, mais quand on voit ce qui se dégage comme surplus, c'est assez excessif. Allez, on va finir avec le dernier axe. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à râler sur les ministères et sur le gouvernement et le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nous sommes déjà dans la sauce. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de continuer par voir la peine de nos populations et d'espérer que la situation va changer d'ici à quelques jours. Ou est-ce que dans ce genre de situation, ce qu'on demande souvent au gouvernement, c'est de subventionner. Est-ce que c'est possible, puisque cela n'est pas prévu, qu'on puisse dégager suffisamment de ressources pour injecter dans le secteur et faire plier rapidement le prix? Bon, ça s'arrête à savoir. Au pire des cas, on subit le temps que la situation... Ah non, il n'y a pas de temps, parce que c'est comme ça a commencé avec l'essence. On a dit, bon, écoutez, c'est juste pour un temps. Le litre est maintenu autour de 650, voire 700, et puis on est dedans tranquillement. On a commencé à s'habituer. On a commencé à s'habituer, mais à quel prix? Il faut aller voir. Beaucoup de programmes annulés, beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on essaie d'éviter. On contrôle ces déplacements là absolument. Ulrich, on continue à râler sur tous ceux qui sont autour de nous et qui nous dirigent, ou bien on pense aux subventions, Eric l'a relevé tout à l'heure, ou bien on continue à produire suffisamment et énormément, donc tout le monde prend sa houe et sa daba, ou bien bon, comme on sait s'adapter très bien, eh bien on va voir le cordonnier avec notre ceinture et nous faire d'autres pas pour qu'on puisse bien serrer. Bon, quel est le choix qu'on fait? En tout cas, vous avez à proposer une panoplie de solutions. Il y a beaucoup d'hypothèses. Non, tout de suite, il faut déjà commencer par dire que le silence, ou plutôt le mutisme des autorités en de pareilles circonstances n'est pas de nature à rassurer les populations. Donc, les ministères ou les autorités en charge de ces secteurs devraient comprendre que l'anticipation soulage et atténue un peu cette colère, cette frustration des consommateurs. Donc, les autorités doivent apprendre à beaucoup plus être proactives. Par rapport à nous qui parlons, vous allez dire tout à l'heure que est-ce que nous allons continuer à râler? Nous ne râlons pas, nous attirons l'attention. Parce que râler, c'est comme si nous le faisons à dessein juste pour frustrer ou pour faire mal. Non, nous disons ce que les populations disent tout bas et qu'elles ont envie de dire sur les places publiques, sur la scène internationale. Nous ne faisons que relayer leurs informations parce que si vous allez aujourd'hui dans les marchés, vous devez constater que la douleur, elle est extrême. Dans les foyers, vous devez constater que le père de famille qui difficilement déposait une certaine somme pour pouvoir gérer l'approvisionnement de la famille pour le mois, aujourd'hui, réfléchit par 2-3 fois. Après, vous nous parlerez de stress, vous nous parlerez des AVC et consorts, mais tout ça, ça contribue justement parce que ces pères de famille, ces mères de famille qui réfléchissent chaque instant. Ils sont au boulot, mais ne sont pas réellement au boulot. Ils sont physiquement au boulot, mais ils passent leur temps à se dire comment je vais raccorder cette situation, comment je peux la gérer et penser en même temps aux deuxième tranche de scolarité qui sont encore là. Et donc, vous voyez, quand tout est mélangé, ne soyez pas étonnés que le peuple béninois soit malade, parce que le stress est par-dessus tout. Et maintenant, demandez à ces commerçants véreux, parce que c'est là, c'est là où je vais beaucoup plus râler plutôt, demandez à ces commerçants véreux,
d'avoir pitié de leurs frères et sœurs, parce que on a l'impression qu'il y a certains qui prennent du plaisir. Non, c'est les hommes d'affaires, je suis d'accord. Mais faire l'affaire au point de décimer la population, parce que c'est ça ce qu'ils font. Il faut qu'ils soient désormais découragés, ces commerçants véreux, qui prennent un malin plaisir à jouer avec l'économie du pays, qui prennent un malin plaisir à jouer avec la sensibilité de ces consommateurs, parce que moi qui vais acheter et qui sait que avec 2000, 5000, j'ai déjà fait mon approvisionnement, que je sois obligé de dépenser aujourd'hui 10 000, 15 000 francs, mais ce surplus aurait pu servir à autre chose pour m'équilibrer financièrement et m'équilibrer moralement. Mais si ce surplus-là a créé un déficit, ce déficit va jouer et sur ma santé, et sur mon économie, et sur l'économie nationale, parce que qu'on le veuille ou non, mon économie privée que je gère chez moi a un petit impact sur l'économie nationale. Alors, et si chacun des Béninois connaît ce trou joue sur l'économie nationale. Merci beaucoup à vous, Ulrich Gaba, pour les interventions. Merci, Eric. Bonne journée. Mesdames et messieurs, suivez juste après moi la revue de presse de Hugues Vingbe. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À demain. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.